Quand tu dis les animaux sont éthiques, c'est sûr que les canidés, par exemple, les loups, les chiens, quand les bébés jouent ensemble, on voit souvent que l'animal le plus fort laisse gagner le moins fort parce que ça aide à souder le groupe. Mais il faut peut-être aller un peu plus loin avec les êtres humains parce qu'il faut définir aussi si nous sommes une espèce de prédateur ou de proie. Je crois qu'historiquement, les humains, nous sommes une proie pour les grandes fauves. Notre problème à l'âge de pierre, c'était de nous protéger des ours et des autres animaux. Et les lions ne font pas d'accumulation. Le lion et l'ours, enfin le lion n'accumule pas les zèbres. Il mange tant qu'il a faim, ou sa femme plutôt lui rapporte le zèbre, mais il ne va pas faire un stock d'une dizaine de zèbres pour attendre, pour voir. Les humains stockent. On stocke, c'est l'histoire de l'espèce. On s'est d'abord protégé. Et quand il y avait de la viande, il fallait en garder au maximum. Quand on a fait de l'agriculture avec la grande transition vers les villages, c'était une question de stockage. On ne pouvait pas être en communauté si on n'avait pas des stocks. Et ça continue de façon complètement exacerbée avec le capitalisme. Je crois que le capitalisme montre que nous sommes non pas une espèce prédateur, mais une espèce de proie qui prend ses précautions et qui les prend en termes maintenant d'argent. Et à partir de là, je voudrais parler peut-être de la mise en place du système néolibéral. Je serai très rapide parce qu'on a un quart d'heure avant le déjeuner. Mais cette mise en place du système néolibéral, et Peterson a fait une très bonne introduction à cela, ça m'économise du temps, c'était quelque chose de totalement conscient. Il y avait aux États-Unis une petite minorité de gens qui n'avaient jamais accepté des politiques de gauche, que ce soit ce qu'on appellerait en Europe chrétien-démocrate ou social-démocrate ou keynesianisme ou socialisme. Jamais ça n'a été accepté. Et cela commence avec un tout petit noyau à l'université de Chicago autour de Friedrich von Hayek et puis son élève, M. Friedman, Milton Friedman. Et ils sont vraiment une minuscule bande de gens qui ont des idées très conservatrices et qui ont forgé la doctrine du néolibéralisme. Et puis petit à petit, ils attirent de grandes fortunes fondées sur des fortunes industrielles réunies dans des fondations aux États-Unis. Il y en a en particulier 4 ou 5 grandes fondations qui ont compris que les idées ont des conséquences et qu'il s'agit de changer le sens commun des États-Unis. Francis a eu la gentillesse d'amener un de mes livres qui est publié en 2008 qui s'appelle La pensée enchaînée et en anglais Hijacking America, parce qu'il s'agit de changer complètement comment les Américains pensent. Et cela a été très réussi. Parce que ces gens de droite, ces gens des fondations et ces petites bandes d'intellectuels ont parfaitement compris qu'ils ont compris Gramsci, ce que la gauche n'a jamais fait, les progressistes n'ont jamais compris Gramsci. La droite a compris qu'il fallait forger l'idéologie, qu'il fallait établir une hégémonie culturelle et qu'il fallait faire ce que Gramsci appelle la grande marche à travers les institutions, c'est-à-dire de mettre en place petit à petit dans toutes les institutions les idées nouvelles. Et donc, on cible les lieux où sont forgées et disséminées les idées, c'est-à-dire que l'on cible les universités, les écoles de droit, l'institution judiciaire, les institutions religieuses, les médias,
quiconque a moins de 40 ans aujourd'hui ne peut pas comprendre que les États-Unis n'ont pas été toujours comme cela. Je veux bien que la politique étrangère américaine a été toujours assez prédateur, mais je pense que la politique intérieure a changé énormément et que cela a eu des conséquences intentionnelles ou non. Je ne vais pas trancher ce débat-là à l'étranger. Mais à mon sens, il faut comprendre cette transfusion d'idées, cette prise en main de l'idéologie, de ces éléments du néolibéralisme qui n'étaient pas du tout populaires à l'époque. Le président Nixon, en 1965, je crois, républicain, comme vous le savez, disait « Nous sommes tous Keynesiens maintenant ». Et en 2002, Peter Mandelson, qui est soi-disant un copain de Tony Blair et un socialiste, entre guillemets, lui dit « Nous sommes tous thatchériens maintenant ». Qu'est-ce qui se passe entre 1965 et 2002? Il se passe une transformation de la pensée et le remplacement d'un projet de la grande société ou du welfare state ou de tout ce qu'on veut avec un projet qui est le projet néolibéral. Et je crois que ceci a été massivement traduit par des politiques de Thatcher et Reagan quand ils sont devenus dirigeants dans leurs sociétés respectives. Et on peut dater cela à peu près de 81. Mais il y a eu déjà 20 ans de préparation idéologique. Alors, à mon sens, il n'y a pas de politiques économiques, il n'y a que des projets politiques qui sont servis par des politiques économiques. C'est-à-dire que quand le projet politique est défini, les économistes sortent de leur boîte à outils des politiques qui correspondent à la mise en place de ce projet politique, mais ça n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, ça a l'air d'être l'inverse parce que c'est la finance qui gouverne, mais pour moi, la finance qui gouverne, ça fait partie du projet politique. Et de ce fait, je voudrais regarder un peu quels sont les éléments de ce projet politique. Je crois qu'il s'agit de remplacer petit à petit l'État, le pouvoir justement démocratique, la souveraineté populaire, le welfare state, toute l'immixtion de l'État dans la vie des peuples par les marchés. Le marché, les marchés, en particulier les marchés financiers. Et les éléments constitutifs de ce système politique et donc économique sont d'une part une confiance absolue dans la capacité des marchés à s'auto-réguler. Il faut croire, c'est une doctrine religieuse, de préférer les investisseurs dans la finance plutôt que dans la production réelle. C'est naturellement de déclasser et de lutter contre les syndicats parce que les syndicats, par leur nature même, dénaturent, font des distorsions dans le marché parce qu'ils sont organisés et ils veulent certaines choses que le marché ne dicterait pas si on le laissait faire. Et il y a naturellement la déréglementation qui va avec cela. L'investissement va maintenant aux États-Unis à plus de 80% directement dans la finance, c'est-à-dire dans du papier. C'est-à-dire on fait ce que Marx n'avait pas prévu, alors qu'il avait prévu tout de même beaucoup de choses, mais il n'a pas prévu qu'un jour on ferait surtout de l'argent avec de l'argent, et etc., sans passer par la production, l'investissement et la production de biens et services réels. Alors, dérégulation, naturellement, on a besoin de démanteler la protection du citoyen, la protection et la réglementation des marchés, et le lobby financier fait ce boulot très, très bien aux États-Unis, dépense environ
c'est-à-dire les banques et l'industrie financière dépensent environ 5 milliards de dollars pour cela sur une vingtaine d'années, mais le retour sur cet investissement-là est fabuleux parce qu'ils arrivent à démanteler presque toute la législation du New Deal, la législation rooseveltienne des années 30, et en particulier, je ne peux pas citer tout ce qu'ils ont démantelé, mais en particulier, ils abrogent l'acte Glass-Steagall qui séparait les banques d'investissement des banques commerciales. Ce sont deux animaux très différents. Et cela permettait, à partir de 1998, des fusions monstres qui créaient des institutions financières too big to fail, trop grandes pour faire faillite, comme dit le dicton populaire. Ils ont démantelé autre chose, que je reviendrai dessus si j'ai le temps, qui est la réglementation des marchés des denrées, avec un acte législatif qui s'appelle le Commodities Futures Modernization Act. Chaque fois qu'on veut changer et qu'on veut libérer le marché, on appelle ça de la modernisation ou de la réforme. En l'occurrence, c'est le Commodities Futures Modernization Act qui a des conséquences en politique étrangère, voulues ou non voulues, une fois de plus, je ne tranche pas, mais qui sont absolument colossales parce que en 2003, il y avait 13 milliards de dollars dans ces marchés de denrées. C'était surtout des agriculteurs et des fabricants de cookies et de pain qui traitaient sur ces marchés, avec quelques spéculateurs qui faisaient lisser le marché, comme ils disaient. 5 ans plus tard, il y avait 20 fois plus. Il y avait 260 milliards sur ces marchés-là, et des spéculateurs qui comprenaient que le marché des subprimes allait se casser la figure et qui se sont rués sur le blé, le riz, le maïs, le soja, les huiles, etc. Et qui ont fait flamber les prix. Un jour, en mars 2008, le prix du blé a augmenté de 31% en une seule journée. Ce n'est pas des fabricants de cookies qui font des sauts de prix comme cela. Mais ceci a des conséquences à l'étranger colossales. Il y a des émeutes de la faim dans environ 35 pays, avec des morts, avec des blessés, avec des arrestations, avec vraiment des pénuries, parce que, ou peut-être pas des pénuries, mais en tout cas, les gens ne peuvent plus payer les prix, parce que les prix américains à l'exportation sont à peu près les prix mondiaux, et les gens qui dépensent déjà 60-70% de leurs maigres revenus pour se nourrir ne peuvent pas suivre, parce que les prix ont doublé ou triplé pour leur nourriture de base. D'où émeute de la faim. Et aujourd'hui, en 2011, toujours au printemps, nous atteignons les mêmes niveaux de prix, et ça n'est pas amélioré par le fait que les États-Unis ont transféré le tiers de leur terre qui produisait du maïs en maïs pour l'éthanol. Ça n'est plus pour nourrir, mais c'est pour nourrir les voitures. D'autres éléments de cette doctrine, à part la déréglementation et l'investissement direct dans la finance, les privatisations, Peterson en a parlé. J'ai posé la question aux syndicats des services publics, Public Services International, s'ils avaient un calcul de leur centre de recherche, s'ils avaient calculé ce qui avait été dépensé en privatisation, qui était effectivement très souvent pas des investisseurs étrangers, mais des capitalistes locaux. Lisez les rapports de la Banque mondiale pendant toutes ces années-là, et vous avez l'acheteur. Il y a toujours 13 ou 1400 caractères microscopiques, vous connaissez tout ça, et on a l'acheteur. Et parfois, effectivement, c'est une compagnie minière ou agricole étrangère, mais très souvent, c'est des capitalistes locaux. Toujours est-il que
Public Services International estime les privatisations à quelque chose comme 1,8 trilliard de dollars, ou si vous préférez, 1800 milliards. 1800 milliards de dollars sur une trentaine d'années. Naturellement, baisse des impôts pour les plus fortunés parce qu'il s'agit de casser l'État et ne pas permettre à l'État d'opérer, sauf pour les militaires. William Bloom vous en dirait plus cet après-midi. Il m'a rappelé tout à l'heure que les militaires obtiennent ce qu'ils veulent. Je me demande si les États-Unis vont pouvoir continuer à dépenser autant pour leurs militaires, mais ça c'est un autre débat, l'avenir le dira. Et naturellement, il s'agit aussi d'imposer la discipline et la flexibilité à la force du travail et les gains de productivité qui sont réels ne sont jamais répartis chez les ouvriers. C'est d'ailleurs pour cela que les Américains ont été obligés de faire leur pension à partir de leur maison. Ils empruntent sur la base de leur maison. Et c'est pour ça que c'était très important pour eux d'avoir une maison dont le prix allait, on leur disait, monter continuellement parce que ça leur permettait d'avoir des crédits et de continuer à emprunter et de consommer. Parce que sinon, les gains de productivité n'avaient jamais été répartis parmi les ouvriers et ils étaient au même niveau en termes réels qu'au salaire de 1969. Bon, il faudrait que je me dépêche. Bon, alors, on reprend en main les gains des salaires, on transfère un maximum au secteur privé et on décide en Europe, parce que cette doctrine traverse les frontières et vient en Europe, à changer aussi la répartition capital-travail. Je n'ai pas les chiffres pour les États-Unis, mais en Europe, depuis une trentaine d'années, il y a eu un transfert de 10 points de PNB du travail vers le capital en termes de valeur ajoutée. Ce qui n'est pas de la petite monnaie parce que ça représente en France, par exemple, un manque à gagner chaque année de près de 200 milliards de dollars qui a été transféré du travail, de la poche des salariés, vers le capital, c'est-à-dire rente, dividendes et autres formes de rémunération du capital. Et pour l'Europe, ça représente 1500 milliards par an qui va maintenant au capital et qui nourrit ce système financier d'investissement. Et puis, à l'étranger, il s'agit, et ceci est vraiment mené par les États-Unis à partir de Reagan, il faut mettre un terme à ce groupe des 77 aux Nations Unies, qui représente beaucoup plus de pays que 77, c'est plus de 100 à la fin. Il faut mettre un terme à ce qu'ils appelaient le nouvel ordre économique international. Ils avaient des ambitions qu'il s'agissait de briser, de ne pas laisser passer cela, et l'endettement. Je ne dis pas de façon conspirationniste qu'on avait décidé d'endetter ces pays de manière à pouvoir casser ces ambitions, mais une fois endettés, en tout cas, on a très très bien su utiliser la dette pour discipliner ces pays du Sud qui commençaient à avoir des ambitions démesurées et à vouloir se mettre en concurrence avec les États-Unis. Et puis les Européens suivaient comme toujours. Mais c'était une idée essentiellement de Reagan. Et je me souviens comment Michael Manley, qui dirigeait la Jamaïque et qui faisait partie des non-alignés, et il raconte dans un film, je ne le connaissais pas personnellement, mais il raconte comment en 1981, après un échec de la réunion des 77 qui sont divisés, qui ne peuvent plus s'accorder. Et il a dit, chaque chose qu'on demandait, Reagan était là et avec un grand sourire, il disait non, non, non. Et puis c'était terminé. Mais c'était ça la politique. Bon,
Maintenant, ces politiques s'appellent par différents noms, le consensus de Washington, l'ajustement structurel, etc. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours les politiques d'austérité. Et c'est notre tour en Europe aujourd'hui. La Banque centrale européenne, parfaitement néolibérale, et la Commission européenne sont pires que le FMI. Ils sont vraiment en 1931 avec des politiques de Herbert Hoover. Il faut casser toute expansion, il faut ratatiner nos économies, il faut un chômage structurel élevé pour que les salaires baissent d'eux-mêmes, etc. Bon, mais je ne vais pas vous donner les chiffres sur la dette du Sud, mais la dette, le stock de la dette a augmenté de plus de 6 fois depuis 1970 et les paiements ont augmenté aussi de plus de 6 fois et demi. Les flux maintenant ne sont plus du tout ce qu'enseignent les économistes classiques, c'est-à-dire normalement les capitaux vont des pays riches vers les pays pauvres. Il y en a un peu qui font ça, mais les flux sont réellement du sud vers le nord. C'est magnifique comme système, parce qu'on n'a pas besoin d'armée, on n'a pas besoin d'administration, on n'a pas besoin de mauvaise odeur, la mauvaise odeur du colonialisme, et on peut obtenir absolument les mêmes choses. Et on est payé pour. C'est formidable. Alors, mise en place, il y a maintenant un système avec les entreprises transnationales, avec les élites du Sud qui transfèrent beaucoup de capitaux vers le Nord. Global Financial Integrity, une ONG aux États-Unis qui emploie des anciens du FMI, estime que le transfert du Sud vers le Nord est de l'ordre de presque $1 trilliard chaque année. C'est 936 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Et il y a aussi le transfert qui vient des élites du Sud et qui vont vers nos paradis fiscaux, parce qu'il faut être deux pour voler. Il faut celui qui place et celui qui accepte le placement. Ça, c'est de l'ordre de 735 milliards de l'Afrique subsaharienne depuis une trentaine d'années. Alors tout ça marche très très bien pour le Nord. Et pour une toute petite frange du Sud, les milliardaires et les très très riches. Alors, les résultats de tout cela, des crises de plus en plus rapprochées. Le BIT estime, le BIT c'est le ILO, le International Labour Organization, estime qu'il y a eu entre 1990 et 2005 90 pays du Sud qui ont connu ce qu'ils définissent comme une crise financière grave, c'est-à-dire une chute de la monnaie de 35% ou plus en l'espace de 2 mois. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens dans le Sud qui ne pouvaient pas suivre ce mouvement capitaliste. C'est un peu le cas de la Biélorussie que vous avez décrit. Et qui ont perdu leur pension, qui ont perdu leurs assurances, leurs économies, souvent leurs comptes en banque, même si on prend le cas de l'Argentine. Et cela a affecté plus de 90 pays selon le BIT. Mais il y a d'autres crises, et ça se rapproche de plus en plus. Et je crois que nous ne sommes pas du tout sortis de l'auberge en ce qui concerne notre crise actuelle. Alors, juste peut-être 2 mots sur ce qui, à mon sens, ne va pas changer dans la politique étrangère américaine. Je crains beaucoup que Israël reste exactement au centre, là où il est aujourd'hui, dans la politique américaine, parce qu'il ne s'agit plus que du lobby dit juif, EIPAC, etc., très puissant, bien sûr, mais parce qu'il y a aussi maintenant les chrétiens. Et les chrétiens fondamentalistes sont plus puissants que le lobby juif, à mon avis. Hein. On peut débattre, mais c'est à peu près 1/3 de la population qui a une croyance plus ou moins évangélique
plus ou moins fondamentalistes et pour qui le Christ ne peut pas revenir tant qu'Israël n'a pas occupé tous les territoires de la Bible, la Judée et la Samarie. Comme par hasard, il s'agit de la Palestine. Et ces lobbies, je décris dans La pensée enchaînée en français, Hijacking America en anglais, comment ces lobbies opèrent, comment ils abordent le Congrès, comment ils s'assurent que toute résolution sur Israël va passer avec peut-être 4 voix d'opposition sur 500 et quelques. Donc, à mon sens, ça ne va pas changer. Peut-être que le budget militaire va être réduit parce qu'on ne peut pas continuer à payer. Mais William Bloom n'est pas d'accord avec ça. Il vous le dira cet après-midi. Je pense qu'on a cassé l'Union soviétique en les faisant suivre sur les budgets d'armement et qu'ils ne pouvaient plus suivre et que les États-Unis, avec leur déficit, n'investissent plus dans les infrastructures. L'éducation est en déroute, sauf pour les gens très fortunés. La santé, n'en parlons pas. Enfin, tous les investissements qu'un État fait normalement ne sont plus faits et je ne sais pas combien de temps cela peut durer. Mais on n'a pas l'air de sortir de l'Afghanistan, que Osama Bin Laden soit tué ou pas. Alors, pour moi, ça ne va pas changer. Je crois que le déclin des États-Unis est enclenché. J'ai raconté tout à l'heure une anecdote à Francis. J'étais la semaine dernière à Istanbul pour la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Ces pays ont commencé en 71, ils étaient 24. Aujourd'hui, ils sont 48. C'est près d'1 milliard de personnes qui vivent dans ces pays. Seuls 3 pays, depuis 40 ans, sont sortis de ce groupement des pays les moins avancés, où il est certain que les objectifs du millénaire ne seront jamais atteints. Par contre, il y a maintenant une caste très riche dans le Sud. Il y a des différences, des inégalités qui ont énormément augmenté aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, avec des conséquences sociales similaires. Et ainsi, nous avons d'un côté les banques qui sont too big to fail, pour lesquelles on a dépensé en garantie et en argent directement, d'après des chercheurs de la Banque d'Angleterre, 14 000 milliards de dollars. Pas tout ça payé cash, mais promis. Et 14 000 milliards de dollars. Et maintenant, ce sont naturellement les contribuables qui paient cela. Et maintenant, en Europe, nous payons une deuxième fois. Alors, d'un côté, on a les institutions too big to fail, et on récompense les coupables de la crise et on punit les innocents. Hein? Ça, c'est très éthique, c'est très moral. Et de l'autre côté, on a des gens too small to matter. Too big to fail, too small to matter. Des gens qui sont trop petits pour même les prendre en considération et qui sont tous ces habitants qui n'ont pas d'eau propre, pas de toilette, pas assez à manger, des gamins qui sont malades, mais qui ne sont pas éduqués, mais peu importe, parce qu'ils sont too small to matter. Et ça, c'est la politique, non pas seulement des États-Unis, mais malheureusement le néolibéralisme qui s'est mondialisé et qui est là. C'est pour cela qu'il faut saluer les efforts des pays du sud de la Méditerranée. Il faut saluer nos amis espagnols qui sont dans les places publiques aujourd'hui à demander la démocratie et à dire nous ne sommes pas des marchandises. Et il faut espérer que le même train d'idées et le même type d'action se poursuivra ailleurs, y compris chez nous. Merci.